L'Union européenne a commencé à utiliser les sanctions anti-russes comme un outil répressif pour étouffer la dissidence de la société civile en Occident. La semaine dernière, le colonel Jacques Beau, ancien membre de l'armée suisse et conseiller de l'OTAN, a été sanctionné. Mais plusieurs autres l'avaient été avant lui, notamment des militants et des journalistes. L'un d'eux est Hüseyin Doğru, un citoyen allemand sanctionné en mai dernier. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de son cas. Hussein, bienvenue. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer également, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Votre cas faisait partie des premiers dossiers dans lesquels l'Union européenne a commencé à sanctionner des citoyens européens. Je crois que vous faisiez partie des 3 premiers, et si mes informations sont exactes, vous étiez en réalité le tout premier à vivre à l'intérieur de l'UE à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Pouvez-vous nous raconter un peu ce qui s'est passé, quand ça s'est produit, et ce que cela a signifié pour vous? Tout d'abord, merci de m'avoir invité et de m'offrir cette tribune pour parler de mon cas, car il est rare aujourd'hui que l'on aborde cette question sous un angle critique. Alors, que s'est-il passé? J'ai été sanctionné le 20 mai 2025 par l'Union européenne pour être, apparemment à leurs yeux, un acteur de la désinformation russe. Cette décision a été justifiée, ou plutôt expliquée, par ma couverture médiatique pro-palestinienne et anti-génocidaire au sein de mon média de l'époque, Red Media, ainsi que par le fait d'avoir mis en lumière la complicité de l'Union européenne, et plus particulièrement, puisque je vis en Allemagne, la complicité du gouvernement allemand dans ce génocide. Et cela a été classé comme de la désinformation. Cela a été classé comme offrant une tribune à des organisations terroristes. Cela a été classé comme créant une discorde sociale dans la société. L'explication à cela, car les gens disent « mais l'un n'a rien à voir avec l'autre ». Oui, c'est vrai. Mais l'explication donnée par l'Union européenne dans son paquet de sanctions et dans les 17 sanctions anti-russes est que le fait de donner la parole à des organisations terroristes, en référence à mes entretiens avec des partis palestiniens et des groupes armés qui font partie d'une guerre, et moi, j'ai besoin de parler à chaque camp dans une guerre. C'est cela, le journalisme, être objectif. Cela a été classé comme offrant une tribune et faisant la propagande d'organisations terroristes. Le deuxième sujet concernait le fait que j'avais couvert les informations sur une occupation universitaire à Hambourg. Il y a eu cette très célèbre occupation de l'université Humboldt, je crois il y a presque 2 ans, peut-être 1 an et demi, où des étudiants ont occupé l'université pour exprimer leur solidarité et protester contre la complicité du gouvernement allemand. Cela a également été classé comme donnant une tribune à des symboles terroristes, diffusant des symboles terroristes et créant une discorde sociale. Et le troisième point était que, en couvrant des manifestations sociales et violentes au sein de l'Union européenne, je risquais de déstabiliser l'unité de l'Union européenne et de ses États membres. Voici donc l'explication. Et la partie concernant la Russie intervient ici, car ils disent qu'en en parlant, seule la Russie en tirerait profit. Ce ne sont donc pas les citoyens qui bénéficient de l'exercice de leur droit à l'information, ni moi de mon droit à la liberté de la presse et d'opinion, droit pourtant garanti ici au sein de l'UMEB. Ils affirment que non, que cela profite à un pays ennemi étranger. Par conséquent, c'est de la désinformation. Et cela s'est produit le 20 mai 2025, lorsque du jour au lendemain, je suis devenu, comme l'un de vos invités précédents, je crois que c'était le député européen du BSW qui l'a dit, un hors-la-loi. Oui,
Michel van der Schoenbroek a souligné que vous aviez en grande partie perdu la plupart de vos droits à une vie normale au sein de l'U-Member. Et bien sûr, vivre dans l'U-Member rend cela extrêmement lourd de conséquences. Je veux simplement insister sur le fait qu'il s'agit d'accusations contre vous. Et ce sont bien des accusations, puisque vous n'avez été reconnu coupable par aucun tribunal. À ma connaissance, vous ne faites l'objet d'aucune enquête criminelle. N'est-ce pas? Je veux dire, il n'y a même pas, y a-t-il en réalité, une procédure judiciaire en cours contre vous? Alors, il faut comprendre que les sanctions sont extrajudiciaires. Il n'y a ni tribunal, ni audience, ni droit à la défense, ni droit à un avocat, rien. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'U-Member se réunissent. Ils ont une pile de documents avec beaucoup de noms et d'informations qu'ils ne lisent pas vraiment, je suppose. Et ils décident simplement, d'accord, mettons-nous d'accord sur tout ce paquet. Et dans ce paquet, il y avait aussi mon nom. Cela a été proposé par des gouvernements ou par un politicien ou par qui que ce soit. Nous pensons que c'était le gouvernement allemand. Et vous n'avez pas ce droit. Mais moi, selon la loi, selon le droit européen, je devrais avoir le droit de me défendre et d'avoir une véritable audience devant un tribunal, une défense, tout cela, avant d'être puni pour quoi que ce soit. Mais dans mon cas, ils ont fait quelque chose de très intéressant. Et je dois maintenant faire très attention aux mots que je choisis, car tout ce que je dis est actuellement considéré comme de la désinformation et peut être utilisé pour me sanctionner à nouveau. C'est pourquoi je dis que nous pensons, ou que nous supposons, que le gouvernement allemand et l'Union européenne m'ont sanctionné en tant que citoyen turc. Même si je suis allemand. Ils ont dit « Hüseyin Doğru est un citoyen turc, donc nous le sanctionnons ». Pourquoi ont-ils fait cela? Un citoyen de l'Union européenne a droit à une audience, c'est un droit fondamental. Ils doivent vous donner la possibilité d'un procès. Mais un citoyen non européen n'a pas ces droits. Ils auraient donc dit « D'accord, M. Erdogan est un citoyen turc, sanctionné ». C'était donc complètement extrajudiciaire. Et je dois juste ajouter que, si vous allez voir, l'Union européenne propose un suivi des sanctions, qui est aussi une base de données avec une API, afin que tout le monde puisse interconnecter, et vous pouvez être bloqué de tout. Mais laissons cela de côté. Sur ce suivi des sanctions, vous êtes répertorié avec la nationalité, Turquie, juste Turquie, Hüseyin Doğru, Turquie. À tel point que Sevim Dağdelen a dû me contacter pour me dire « Pascal, au fait, tu as dit qu'il était de nationalité turque parce que tu le pensais, d'après cette liste. » Elle a dû me corriger et dire « Non, il est aussi de nationalité allemande. » C'est donc très trompeur. C'est vraiment sournois. Beaucoup de gens disent « Oh, cela doit être une erreur. » J'ai répondu « Non, ce n'est pas une erreur. » Il y a deux éléments à cela. Je pense que le premier est le racisme institutionnel. Si vous êtes un individu sans citoyenneté européenne, cela signifie que vous n'avez aucun droit dans l'Union européenne. Techniquement, vous n'avez pas droit à un processus judiciaire. C'est le message. C'est pour cela qu'ils ont fait ce choix. Et la deuxième dimension, selon moi, consiste à repousser les limites de ce qui est légal et de ce qui peut être fait du côté illégal. Car les sanctions sont illégales. Elles violent toutes les constitutions fondamentales européennes et celles des États membres, ainsi que les droits humains fondamentaux. Même si l'Union européenne affirme sur son site qu'elle est alignée sur les droits humains internationaux, je suggère que chaque ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne vive ne serait-ce qu'une semaine sous sanction. Alors, il comprendrait à quel point c'est humanitaire. Il y a donc deux niveaux, celui du racisme et celui du dépassement des limites. Que pouvons-nous faire et que la société peut-elle accepter? Jusqu'où pouvons-nous aller pour étendre ce mécanisme oppressif au sein de l'Union européenne?
Je pense que l'effet produit est aussi un effet de peur. Il s'assure que les gens aient peur. Scaring effect. Make sure people are scared. Make sure that people are like, oh. Ils font en sorte que les gens se disent « Oh, ça pourrait m'arriver à moi aussi ». Parce que ça peut vraiment arriver à n'importe qui en ce moment. Je veux dire, avec les nouvelles sanctions entrées en vigueur je crois que c'était le 15 ou le 16 décembre, surtout avec Jacques Bourg, c'est encore plus effrayant que mon cas. Parce qu'avec lui, ils ont essentiellement dit « Nous n'aimons pas ton opinion ». Avec moi, ils ont essayé de donner à ça un semblant de logique, d'une manière absurde. Mais avec lui, ils ont été très clairs. Nous n'aimons pas ton opinion. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles ils font cela. Et malheureusement, ça fonctionne en ce moment. It is unfortunately right now working. Je veux dire, ça fonctionne dans le sens où cela effraie vraiment beaucoup de gens. Il y a déjà eu des réactions. Certaines personnes sur X ont dit « Je ne vais plus faire de reportage sur l'Ukraine ». Donc, celle-ci fonctionne. Et cela rend la vie, je suppose, très très difficile pour vous. Pouvez-vous nous donner une idée de l'ampleur de l'horreur que c'est? Oui. Une personne sanctionnée est une non-personne, comme l'a dit Yanis Varoufakis, une personne inexistante. Vous n'existez plus, surtout dans mon cas, qui fait figure de précédent, car je suis une personne vivante au sein de l'Union européenne, la première à avoir été sanctionnée. Vous n'avez pas, contrairement à ce que tout le monde pense, de compte bancaire. Vous ne pouvez plus voyager. Je n'ai pas le droit de voyager, pas le droit de quitter le pays. Mais ils disent que je peux entrer dans le pays, car en tant que citoyen européen, ils sont obligés de m'accepter à nouveau. Vous n'avez pas de compte bancaire, mais cela va encore plus loin. C'est comme si je n'avais plus le droit de travailler. Je n'ai même pas le droit de recevoir de l'argent de ma femme. Techniquement, ou en théorie, je n'ai même pas le droit de manger les courses que ma femme achète pour la maison. Je n'ai pas le droit de le faire, car cela pourrait être considéré comme un avantage économique pour moi. Mon avocat m'a dit, « Hussein, sois très prudent si tu sors avec quelqu'un pour un café ou un repas, ou si quelqu'un veut t'offrir un cadeau pour te soutenir, car la sanction est sévère. Tu peux aller en prison pour ça. » Toi ou cette personne? Les deux, parce que c'est considéré comme un contournement des sanctions. Tu serais puni pour avoir tenté de contourner les sanctions. Je veux dire, il y a une sanction supplémentaire si tu essayes de faire quelque chose comme ça. En théorie, tu pourrais aller en prison pour ça. Voilà un aspect des choses. Et le résultat, c'est que tu te retrouves isolé, parce que les gens ont peur de toi, de ce qui t'est arrivé. Au quotidien, sur le plan personnel, en me sanctionnant, ils ont en réalité sanctionné ma famille aussi. Mes deux nouveau-nés, mon enfant de 6 ans et ma femme, car cela affecte leur vie de tous les jours. Nos revenus sont inexistants. Les biens de ma femme, qui n'a rien à voir avec tout cela, sont également gelés. Ses comptes bancaires, ses économies. Et mes enfants en subissent les conséquences. Je n'ai pas le droit de payer mon loyer. Je n'ai pas le droit de payer mon avocat. Je n'ai le droit de rien faire. Mais je reçois toujours des lettres du gouvernement me demandant de payer mes impôts. Donc pour les impôts, il faut les payer en Allemagne. C'est très sérieux. Mais tu n'as pas le droit d'avoir le moindre revenu. Je veux dire, le fait que l'État allemand reçoive de l'argent de votre part ne serait pas considéré comme une aide à une personne sanctionnée, mais toute autre personne recevant de l'argent de vous, n'importe qui d'autre, est dans l'illégalité. Ils ne peuvent pas recevoir votre argent. Recevoir toute forme de transaction monétaire m'est interdit, sauf de la part de l'État, sauf de la part du pays qui le fait.
Sauf de la part de l'État, oui. Sauf de la part de l'État. Je dois préciser quelque chose ici. Ce que dit l'État, ou la Banque fédérale d'Allemagne, ainsi que le BAFA, le ministère des Affaires étrangères, et ainsi de suite, ce sont les deux organismes qui appliquent les sanctions en Allemagne. Ce qu'ils disent, c'est « Nous vous autorisons à disposer de 506 € par mois. C'est votre allocation de base. Avec cela, vous devez financer toute votre vie. » Mais c'est ce que vous avez dessus lorsque vous me demandez une aide humanitaire. Non. C'est l'argent que j'ai sur mon compte gelé. C'est l'argent que, après 6 mois, je reçois de mes allocations chômage, auxquelles j'ai dû faire une demande. Mais je n'ai le droit d'utiliser que 506 € dans une ville où le loyer moyen à Berlin tourne autour de 1600 ou 1700 €. Alors, vous pouvez imaginer, 2 nouveau-nés, un enfant, une épouse qui ne peut pas travailler pour le moment, tous nos avoirs gelés, et nous essayons de survivre avec 5-6 € dans l'un des pays les plus chers d'Europe. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est tout simplement pas possible. C'est tout bonnement impossible. Donc, il doit bien se passer quelque chose pour que tu ne meurs pas de faim ou de froid. As-tu fait une demande pour l'aide humanitaire dont j'ai entendu parler, celle qui peut te donner une allocation supplémentaire? Donc, ce que je dois faire, c'est contacter la Banque fédérale d'Allemagne chaque fois que j'ai besoin de plus d'argent. Même si je veux simplement payer une facture, je dois leur en faire la demande. C'est à eux de décider s'il s'agit d'un cas urgent pour lequel ils peuvent m'accorder une autorisation spéciale de recevoir ou de dépenser cet argent. Et s'ils ne jugent pas la situation urgente, ils refusent. Je vais vous donner un exemple. J'ai perdu ma carte d'identité allemande, que la loi oblige à posséder, car il faut pouvoir s'identifier si la police vous contrôle dans la rue, par exemple. Donc j'ai perdu ma carte d'identité et j'ai dû en demander une nouvelle. Donc à Berlin, on ne peut payer qu'avec des cartes EC. Mais je n'ai pas de carte EC parce que la banque refuse de m'en donner une. Donc je ne peux pas payer avec ma carte à cause des sanctions. Alors j'écris à la Banque fédérale d'Allemagne en disant « D'accord, j'ai fait la demande pour ma carte d'identité. Je dois la payer, mais je ne peux pas. Premièrement, je n'ai pas d'argent. Et deuxièmement, je n'ai pas de carte EC, etc., etc. Est-ce que ma femme peut la payer? » Ils ont répondu non, que ce n'était pas une affaire urgente. Ils décident simplement non, même si légalement, je suis obligé de le faire. Voilà. Les gens demandent pourquoi ils font ça. Je pense que la sanction en elle-même n'est pas la punition, n'est-ce pas? La sanction en elle-même n'est pas la punition. Le processus lié à la sanction, la bureaucratie, les autorisations qu'il faut demander, la paperasse, c'est déjà la punition en soi. Parce que c'est très stressant, quand on est en quelque sorte une personne inexistante, de devoir à chaque fois demander si l'on a le droit de faire quelque chose ou non, si l'on a le droit d'acheter quelque chose ou non. Donc c'est déjà la punition en soi. Et l'autre punition, c'est que si l'on veut contester, on vous dit que vous avez le droit de le faire devant un tribunal au niveau de l'Union européenne. Mais comment suis-je censé faire cela si je n'ai pas d'argent? Parce que une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne, où je devrais me défendre, coûterait, rien que pour la première instance, comme l'a dit l'avocat, environ 150 000 à 180 000 €. Quoi? 150 000 à 180 000 pour un avocat, à peu près. Oui, par là à peu près. Mais les honoraires d'avocat, ou les frais que tu dois payer, les honoraires d'avocat, en gros, ce sont les frais pour tout. Parce qu'un tribunal aussi, si tu y vas, tu dois payer. Tu dois y aller, payer les honoraires d'avocat, faire des recherches, tout. Et mes avocats sont solidaires avec moi.
Ils me disent « Prends le strict minimum, juste pour pouvoir avoir une affaire ». Ils ne prennent même pas de salaire pour eux-mêmes. Alors comment est-il possible d'exercer ces droits si l'on n'a pas les moyens pour cela? C'est ça, les sanctions aujourd'hui en Europe. That is sanctions today in Europe. C'est incroyablement brutal. Une chose d'une brutalité extrême, comme une punition ou une mort infligée par la bureaucratie. Combien de temps faut-il à la banque pour te répondre? Je veux dire, tout le monde doit payer. À moins d'être propriétaire de sa maison, il faut payer un loyer. J'imagine qu'il faut même demander l'autorisation de payer son loyer chaque mois. Alors, ce qu'on fait avec ça? Enfin, en général, ça dépend. Parfois, ça prend quelques jours, parfois des semaines. Depuis 2 semaines, j'essaie de les convaincre que ma femme doit payer pour ma carte d'identité. Oui, environ 10 jours, 2 semaines. Donc parfois, ça peut prendre aussi longtemps. Autre chose, j'ai demandé au BAFA, le ministère des Affaires étrangères et des Douanes, ainsi qu'à la Banque fédérale d'Allemagne, si j'ai le droit de travailler. J'ai été sanctionné le 20 mai. Cela fait presque 7 mois. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas déterminé si j'ai le droit de travailler ou non. Donc certaines choses peuvent aussi prendre beaucoup de temps. Je me dis simplement, attends, tu as été très rapide à me sanctionner, mais après 7 mois, tu n'es toujours pas capable de me dire si j'ai le droit de travailler ou non, alors que c'est mon droit fondamental. Même le paquet de sanctions dit que je peux travailler, mais eux disent non, nous ne savons pas. Donc les choses peuvent prendre du temps. Et pour ce qui est du loyer, ma femme n'est pas sanctionnée, même si ses avoirs sont gelés. Elle est pour ainsi dire semi-sanctionnée. Elle paie notre loyer avec l'argent qu'elle reçoit de sa famille, de ses amis et de ses allocations chômage, parce qu'elle n'a le droit de recevoir des choses que pour elle et les enfants, pas pour moi. Donc c'est possible. Mais jusqu'à quand? Jusqu'où peut-on aller comme ça? Combien de temps peut-on vivre ainsi? C'est une autre question et un autre sujet. Je suis désolé, c'est une chose complètement insensée. Je veux dire, ils ne te mettent pas en prison, mais d'une certaine manière, c'est pire, parce qu'en prison, tu aurais au moins de la nourriture, un abri et tout le reste. Mais tout cela est rendu aussi impossible que possible. Et tout cela repose sur ce que certains bureaucrates ont décidé au plus haut niveau de l'Union européenne. Ensuite, l'État ne fait qu'appliquer, ce qui me paraît tout aussi insensé. À ce stade, l'État devrait dire « Non, nous allons protéger nos citoyens ». Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'il fait. Il y a toutes ces déclarations de la Bundespressekonferenz, du Press Club, où les gens disent « Oh non, non, bien sûr que l'Allemagne appliquera toutes ces sanctions, sans poser de questions. Les personnes sanctionnées devraient s'adresser à l'Union européenne. » En fait, ils s'en lavent les mains, non? Ce n'est pas notre décision. Nous ne sommes qu'un pays fidèle à l'UE. Qu'en penses-tu? Tu dois être incroyablement en colère. Je ne suis pas en colère, parce qu'être en colère signifierait que je n'avais pas prévu que certains développements politiques allaient dans une certaine direction. Je suis quelqu'un de très intéressé par la politique, l'économie, la géopolitique, la politique intérieure et aussi par l'histoire. Et nous voyons que lorsque les pays entrent dans une crise financière ou politique, l'oppression commence en parallèle. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir la société discrète et éviter les protestations. Il faut détourner l'attention des gens vers autre chose plutôt que vers les problèmes principaux. Cela se produit partout dans le monde. Il n'y a rien d'unique à l'Europe. Et si l'on regarde l'Europe, même avant le début de la guerre en Ukraine, elle était déjà en crise. Une crise économique, une crise politique. Nous nous déplaçons vers la droite. Nous réduisons davantage les droits sociaux. Nous assistons à une forte augmentation du nombre de sans-abri.
nous avons du chômage, nous faisons face à une crise sociale, et ainsi de suite. En concentrant la société sur d'autres sujets, sur des menaces extérieures en permanence, ils s'assurent que nous ne nous concentrons pas sur nos principaux problèmes à l'intérieur de nos frontières, au sein de nos réseaux sociaux, dans la politique qui influence notre vie quotidienne. Parce que cela reviendrait à menacer leur politique, à menacer les privilèges des politiciens. Et cela se reflète aussi dans les sanctions prises contre moi, car pendant qu'ils me sanctionnent, je couvre les manifestations sociales et violentes au sein de l'Union européenne. Ces manifestations n'ont pas lieu parce que je les couvre. Elles ont lieu pour des raisons matérielles. Les gens sont mécontents. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter de la nourriture. Les gens ne peuvent plus rien se permettre. Depuis le Covid, les prix ont augmenté d'environ 30% en Europe, ce qui est insensé, sur l'un des continents les plus riches de la planète. Et pourtant, nous n'avons pas d'argent pour le logement social, pas d'argent pour l'éducation, pas d'argent pour réduire le chômage ou créer des emplois. Mais soudainement, le gouvernement allemand dispose de 500 milliards d'euros à dépenser pour la guerre en Ukraine, pour réarmer l'Europe. Donc, si vous voulez que les gens soutiennent le réarmement de l'Europe, il faut s'assurer qu'ils ne se concentrent pas sur leurs problèmes quotidiens. Et c'est là que les outils de répression interviennent pour faire taire ces voix. Dans un autre sens, c'est aussi comme la démocratie libérale et bourgeoise qui a été instaurée après la Seconde Guerre mondiale en Europe. Tout le monde la défend, tous les citoyens européens, les pays, et ainsi de suite. Mais cela ne leur pose aucun obstacle, car ces mêmes démocraties bourgeoises et libérales que les gouvernements ont promues pendant des années les empêchent désormais de faire avancer leurs programmes, de promouvoir leurs politiques bellicistes. Cela se reflète aussi dans les sanctions contre leurs propres citoyens. C'est contraire à leurs lois démocratiques, à leur constitution, à tout. Mais ils mettent maintenant en place des mécanismes extrajudiciaires pour le rendre possible. Ainsi, en m'attaquant ou en attaquant Jacques Bourg ou d'autres personnes aujourd'hui, peu importe ce que vous pensez de ma politique ou de ma vision du monde, c'est pas la question. La question, c'est qu'en m'attaquant, ils s'en prendront à vous demain. Oui, je veux dire, ils t'éliminent. Tout le système que nous avons construit, la séparation des pouvoirs, la procédure régulière et toutes les différentes instances que tu peux traverser quand tu es puni par l'État, tout cela est désactivé. C'est contourné. Et depuis le sommet, avec des gens protégés par l'immunité et tout le reste, tu ne pourrais pas les traîner devant un tribunal, même si tu essayais. Même si la Cour pénale internationale était la seule qui, du moins en théorie, pourrait les y traduire. Mais nous voyons avec Netanyahou ce que ça signifie. Rien. Cela ne signifie rien. Ces gens sont protégés par tant de couches et ils retirent toute forme de protection étatique à l'individu. Vous êtes probablement le premier cas de ce genre, vivant et résidant dans un État membre de l'Union. Je ne sais pas quoi en penser, car je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi vite. Et maintenant, vous insistez aussi pour ne pas partir. Je veux dire, en théorie, vous avez aussi le droit, puisque vous êtes également citoyen turc, vous auriez le droit de rentrer. Non, je ne suis pas turc. Je suis seulement allemand. Tu es seulement allemand. Désolé, je me suis trompé aussi. Je pensais seulement allemand, pas de double nationalité. Ah, ça rend les choses encore pires. Je veux dire, je suis désolé, je pensais qu'ils avaient juste choisi ça. Mais ça veut dire qu'ils ont menti. Ils mentent simplement à ce sujet. Ils mentent sur ta nationalité. Je veux dire, c'est le même gouvernement allemand qui m'a accordé la citoyenneté et qui dit pourtant que je suis turc. Et là, je me dis, qui m'a donc donné cette citoyenneté allemande alors? Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité ici,
Maternelle, université, tout. J'ai travaillé ici. Et on me dit encore que je ne fais pas partie de cette société. And you still tell me I'm not part of the society? Or Ce n'est pas une question d'appartenance à la société ou de savoir s'ils veulent t'exclure, oui ou non. C'est simplement un fait. Si tu n'as pas la citoyenneté turque et un passeport turc, si tu les as pas, alors tu n'es pas turc. Point final. Je veux dire, c'est techniquement de la désinformation au niveau de l'ULM Warrior, puisque je suis accusé d'être un acteur de la désinformation ou quelque chose du genre. Jusqu'à aujourd'hui, aucun organisme du gouvernement allemand ni de l'Union européenne ne m'a clairement montré ce qui est censé être de la désinformation. Je pense qu'il est important de revenir un peu en arrière pour bien montrer à quel point c'est absurde. Quand nous avons demandé le dossier de preuve, mon avocat a dit « D'accord, vous avez sanctionné cette personne de manière extrajudiciaire. Sur quelle base? Quelles sont les preuves? » Nous avons demandé le dossier de preuve, ou le fichier de preuve, qui est la seule chose sur laquelle ils ont fondé la sanction. Voilà les preuves. Nous les avons obtenues. En m'envoyant ce document, ils ont également joint une lettre disant que je n'ai pas le droit de le publier ni de le partager avec des tiers. Je me demande pourquoi. Cette lettre est même sur mon compte Twitter, la partie qui dit que je n'ai pas le droit de la partager, au cas où quelqu'un m'accuserait encore de désinformation. Les faits sont là. Nous avons donc examiné le dossier de preuve. Je suis sûr que vous connaissez un peu l'histoire allemande et européenne. C'est un fait historique que d'anciens nazis de la SS, issus du régime fasciste d'Hitler, après sa chute en Europe, ont contribué à la création de l'OTAN. C'est un fait historique. Certains étaient même généraux de l'OTAN. J'ai publié à ce sujet et l'Union européenne a déclaré qu'il s'agissait de désinformation, que ce n'était pas vrai. Mais c'est bien là le problème. Le terme désinformation n'a jamais été défini, à ma connaissance. Je ne sais pas. C'est un fait historique. Si vous allez sur le site de l'OTAN, vous trouverez les nazis qui y ont fait carrière, même au sein du gouvernement allemand, après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque d'après-guerre, parmi la CDU, et ainsi de suite, le parti au pouvoir aujourd'hui. Une autre chose qui a été utilisée pour me sanctionner, ou plutôt pour renouveler mes sanctions, c'est que je me suis plaint en ligne que les journalistes allemands ou les journalistes des grands médias ne couvrent pas mon histoire. Ils ont dit que c'était de la désinformation. J'ai réagi en disant « Attendez, mais c'est un fait ». Donc tout ce qu'il y a dans ce dossier de preuve, c'est simplement mon travail journalistique. Le fait que je me sois plaint que le gouvernement allemand ou l'Union européenne dépensent des milliards pour la militarisation, c'est aussi un problème. Ou encore le fait que j'ai publié une vidéo d'un politicien allemand de la CDU, un membre du parti au pouvoir. Je crois qu'il a dit cela il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, à la télévision. Et c'est enregistré. Et dans cette vidéo, j'ai publié un passage où il disait que les Allemands de souche sont plus productifs que les Allemands issus de l'immigration. Et j'ai dit, c'est du racisme. Mais dans le dossier de preuve, ils ont écrit, il ne dit pas cela. Et moi je me dis, c'est littéralement ce qu'il dit dans la vidéo. Alors maintenant, je me demande, qui est l'acteur de la désinformation ici? Est-ce moi qui parle de faits, qui ai une opinion différente sur l'Ukraine, sur Gaza, sur la Chine, sur les États-Unis, sur tout le reste? Ou est-ce vous qui essayez de manipuler cette information et cette opinion? Parce que la désinformation, jusqu'à aujourd'hui, juridiquement, il n'y a pas de définition. Qu'est-ce que la désinformation? Il n'existe pas de définition légale. En ce moment, c'est techniquement. Ce que je n'aime pas est de la désinformation, parce que je ne l'aime pas. La sanction elle-même le montre aussi, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez lu sur le site de l'Union européenne comment ils expliquent les sanctions. Je vais simplement le lire.
C'est littéralement une phrase, et elle est très instructive. Les sanctions ne sont pas punitives et visent plutôt à provoquer un changement dans le comportement non illégal du passif. Comportement non illégal. Cela signifie qu'un comportement légal doit être modifié. Dans la politique ou la conduite de ses cibles, en vue de promouvoir les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE-member. Donc, ce que cette phrase signifie, c'est sur leur site web, c'est que la personne est sanctionnée pour un comportement légal afin de s'assurer qu'elle pense et promeuve nos politiques. C'est sur le site web de Lulu Mount Walwa. That is on the EU's website. La liberté dans l'Union européenne, c'est la liberté d'être d'accord avec l'Union européenne. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de le dire, car on vous qualifiera d'agent de désinformation. Et c'est absolument dystopique. Je veux dire, Orwell n'aurait pas pu prévoir cela. Je veux dire, c'est... Et vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est sur la page d'accueil. C'est ce qu'ils considèrent comme de la bonne information. Je reste sans voix. Il dit je suis simplement sans voix. I'm speechless. He's saying I'm just speechless. Like, I would even go so far and say I'm protecting today. J'irais même jusqu'à dire que je protège davantage la démocratie libérale qu'eux, parce que je me bats contre l'injustice qui m'est faite. Je me dis, attendez, vous me donnez un droit à exercer sur le papier, mais quand je l'exerce réellement, vous me punissez parce que cela ne correspond pas à votre récit. Et ça, c'est problématique. Cela me rappelle un peu les temps sombres. Désolé, je t'ai coupé, mais je le répète toujours. Je pense que ce parallèle est très important pour comprendre jusqu'où les choses peuvent aller. Parce que tu as dit que tout est allé très vite. En 1933, en Allemagne, quand les fascistes étaient au pouvoir, ils avaient une loi appelée la Schriftleitergesetz. La Schriftleitergesetz signifiait que les médias, les journaux, tout devait promouvoir la politique de l'État et ne rien critiquer d'autre. Et si vous ne le faisiez pas, vous étiez puni. Et cela, je veux dire, ce n'est pas la même chose. Mais il y a des parallèles avec ce mécanisme répressif. Alors, avons-nous tiré les leçons de notre histoire en Europe, de ces temps très très sombres que nous avons traversés, ou de ceux qui ont vécu il y a 85 ans? Ou bien, cette expérience est-elle en quelque sorte repeinte de couleurs vives et présentée comme quelque chose fait pour se défendre contre un ennemi étranger? Et c'est encore la même chose. À l'époque, il y avait un ennemi étranger. Il y avait un ennemi. C'étaient les Juifs, les mauvais Juifs. Ils arrivent, nous devons protéger notre société. C'est ce que disaient les fascistes. Et avec cette peur, ils ont mis en place beaucoup de choses. Ils ont rendu cela acceptable. Et aujourd'hui, d'abord c'était, 2017, 2018, 2019. Peut-être que beaucoup de gens ne s'en souviennent plus maintenant, mais c'était fake news. Partout, c'était des fake news. Fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. Puis c'est devenu de la désinformation, désinformation, désinformation. Parce qu'avec les fake news, on pouvait argumenter. Les fake news, c'est de la mauvaise information, des informations erronées. Ils ont dit « Oh, ça ne marche pas », parce que les gens peuvent contester ça. La désinformation, c'est large, très abstrait, il n'y a pas de définition. Et ensuite, en 2014, ils ont changé pour guerre hybride. Qu'est-ce que la guerre hybride? Guerre hybride, guerre hybride, guerre, j'ai été sanctionné au titre de la guerre hybride. Techniquement. Techniquement. Oui, c'est un terme absurde, sans valeur juridique, utilisé pour tout justifier et au passage pour effrayer les gens afin de les soumettre. C'est très flagrant. Je suis vraiment désolé pour tout cela, parce que tu fais partie des premiers à en souffrir autant. Mais je te jure que tu ne seras pas le dernier. Cela arrivera à beaucoup de gens, car ce mécanisme répressif, maintenant qu'il est en place et qu'il a prouvé son efficacité, est un outil formidable pour ces personnes très très bien protégées, dans leurs emplois,
très confortable pour s'en prendre à quiconque ne leur plaît pas. Parce qu'à présent, il n'est même plus nécessaire de prouver quoi que ce soit. Tu les poursuis vraiment en justice. Je veux dire, tu les contestes? Alors, juste avant de répondre, tu marques un bon point. C'est à moi de le prouver. Eux n'ont rien à prouver. Je pense que c'est un mot-clé très important ici. La démocratie libérale dit « innocent jusqu'à preuve du contraire ». Maintenant, ils ont inversé cela. Jusqu'à ce qu'il soit prouvé innocent, jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable. Oui. Ils ont fait ça. Je veux dire, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ils ont dit que tu es coupable jusqu'à ce que tu prouves ton innocence. Oui, maintenant, ils ont fait marche arrière. Ils ont dit « tu es coupable jusqu'à ce que tu prouves ton innocence ». Donc la charge de la preuve repose sur moi, sur la victime en ce moment. C'est comme d'accord. C'est un changement fondamental dans notre compréhension de base du système judiciaire avec lequel nous vivons depuis peut-être 500 ans. D'accord. Donc cela a été inversé. En plus, c'est encore pire. Vous devez prouver que vous n'avez pas fait quelque chose dont la définition même n'est pas claire. Ça revient aussi à ça. Donc peut-être que c'est un choix intelligent pour eux aussi. Du genre, d'accord, maintenant, trouve un moyen de prouver quelque chose que tu ne peux pas prouver. Ce n'est pas défini. Donc, chaque fois que tu fais quelque chose, ils disent « Oh non, nous voulions dire autre chose. Nous parlions de celui-là. » Je veux dire, ça redonne tout le pouvoir à ces gens-là, et rien à toi, l'accusé. Et cela rend la procédure juridique très difficile. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque vous êtes sanctionné, vous devez demander à la commission ou à l'organisme qui vous a sanctionné, je crois, 2 ou 3 fois, de reconsidérer officiellement les sanctions et de les lever, car elles sont injustifiées, parce que certaines lois sont violées, et ainsi de suite. Nous l'avons fait 2 fois. Oui, 2 fois. Et la deuxième fois, ils nous ont envoyé un nouveau dossier de preuves, expliquant pourquoi ils nous sanctionnaient à nouveau, ou pourquoi ils maintenaient les sanctions. L'une des raisons invoquées était que je m'étais plaint de la politique en général, que je m'étais plaint du fait que personne n'écrivait sur mon cas, et que je continuais à publier des nouvelles sur Twitter en tant que journaliste, ou à partager mon interprétation de certains événements. Tu n'as pas changé ton comportement. Tu n'es pas devenu un bon garçon, exactement. C'est un bon point. Je n'ai pas changé mon comportement, oui, et je ne le ferai pas parce que je n'ai rien fait de mal. Alors, la troisième fois, mes avocats ont rédigé une autre lettre et ont souligné que c'était autoritaire, que cela continuait à violer certaines lois. Ensuite, ils ont rejeté notre appel à nouveau. Après cela, vous soumettez votre dossier à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a maintenant notre dossier. Et les gens demandent, combien de temps cela va-t-il prendre? Parce qu'au niveau judiciaire, nous allons gagner. Oui, sur le plan judiciaire, je vais certainement gagner, car même une ancienne juge de la Cour de justice a rédigé un rapport sur les sanctions et sur mon affaire. Elle a déclaré, c'était il y a environ 1 mois à Bruxelles, lors d'un événement du Parlement européen où le rapport a été présenté, que ces sanctions sont illégales. Elles violent les droits fondamentaux, les lois fondamentales, les droits humains, ce qui a également renforcé ma position. Même leurs propres représentants disent maintenant que cela va trop loin. Mon affaire est donc devant la Cour de justice de l'Union européenne. Cela pourrait prendre 2 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ans avant que j'ai une audience, si j'en ai une. Car pour eux, ce n'est pas une affaire urgente. Ils feront cela quand ils auront le temps.
Mais il y a aussi autre chose de caché ici. Les sanctions sont réexaminées tous les 6 mois et les gens se disent « Oh, c'est bien, peut-être que dans 6 mois, elles seront levées. » Mais en réalité, c'est encore plus dangereux en ce moment. Pourquoi? Parce que pendant que je conteste les premières sanctions fondées sur les motifs qu'ils ont donnés le 20 mai, en essayant de les contester légalement, après 6 mois, s'ils ajoutent un autre motif, ça devient une deuxième affaire. Même si je gagne la première, je reste sanctionné. Donc, on est coincé dans une boucle en permanence. S'ils modifient ce qu'ils ont dans cette foutue base de données, s'ils ajoutent même simplement quelque chose de nouveau, alors ça devient une nouvelle affaire. Un seul mot, une seule raison, et c'est une nouvelle affaire, juridiquement. Legally. Et ils peuvent le faire à tout moment, et tu ne peux pas les en empêcher. Indefinite. In theory, I'm just saying, Indéfiniment. could be indefinitely En théorie, je dis bien en théorie, je pourrais y être indéfiniment. Et sous sanction, en théorie évidemment. En pratique, c'est toujours différent, parce que maintenant, plus ils sanctionnent de gens, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, plus les gens vont se plaindre, et plus la société va se plaindre aussi. Parce qu'à un moment donné, comme lorsque j'ai été sanctionné, j'ai écrit, je crois, à presque 30 ou 40 journalistes, syndicats, ONG, Reporters sans frontières, la Fédération internationale des journalistes en Allemagne et à l'étranger, partout. Aucun ne m'a répondu. Impossible. Vraiment, aucun d'eux. Aucune de ces personnes ne m'a répondu. J'ai réécrit. J'ai réécrit encore. Personne n'a répondu. I wrote again. No one replied. No one is covering my topic because Personne ne parle de mon sujet, parce que, comme vous vous en souvenez, je l'ai dit il y a 5 minutes, les gazettes Schriftleiter, oui, elles sont sur la même ligne en ce moment. Mais petit à petit, ces médias grand public libéraux se disent « Oh, attendez, cela commence à se rapprocher. C'est parce que ça peut aussi m'affecter maintenant. Ce sont mes droits qui sont violés. Peut-être que cela aidera. Plus ils sanctionneront de gens, oui. Mais d'ici là, je pense que c'est à ces quelques personnes sanctionnées de continuer à pousser encore et encore pour s'assurer que les droits même de ceux qui se taisent aujourd'hui soient aussi protégés. Et même ceux qui nous attaquent, leurs droits sont également protégés, car il ne s'agit pas d'eux ou de nous. Il s'agit de nos droits à tous. it's about all our rights. And yeah. Et c'est précisément pour cette raison qu'à l'école, lorsqu'on nous instruit, on nous explique pourquoi nous, Européens, avons développé l'État qui protège ses citoyens. Et pourquoi en Allemagne, la loi fondamentale, votre constitution, est une constitution qui accorde aux citoyens le droit de se protéger contre l'État, et ainsi de suite. Tout cela a disparu. Tout cela est fini. All of that gone, all of that out. And I mean, Je veux dire, quelqu'un qui a suivi une éducation allemande ou suisse, ou dans n'importe quel pays germanophone, disons, on apprend toujours la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi c'est important? La diversité, la liberté d'expression, les opinions différentes. Lorsqu'il s'agit du mouvement d'extrême droite, en Allemagne en particulier, les partis traditionnels disent toujours que la démocratie doit être assez forte pour accepter ses opinions et y faire face, plutôt que les faire taire. Mais quand il s'agit de mon droit, le droit de quelqu'un qui combat les idéologies d'extrême droite, le fascisme, et ainsi de suite, ce droit-là n'est pas accordé. Alors, je me demande, attends, de quel côté es-tu maintenant? L'autre chose, c'est que je parle seulement de l'Occident ici, parce que c'est là que je me trouve. Plus l'Occident prétend défendre la démocratie historiquement, plus nous devrions nous rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Il disait qu'il défendait la démocratie en Libye. They were saying we are defending democracy in Libya. We saw what happened after in Libya. They say Nous avons vu ce qui s'est passé ensuite en Libye. Il disait qu'il défendait la démocratie en Irak et en Afghanistan. Nous avons bombardé ces pays pour une raison ou une autre. Et nous avons vu le résultat. Maintenant, ils disent qu'ils défendent la démocratie en Ukraine. Ils gagnent des milliards grâce à l'Ukraine.
Ce qui s'y passe est horrible. Ne me comprenez pas mal. Je pense qu'il est évidemment injustifiable que la Russie ait attaqué l'Ukraine. Il y a des raisons historiques à cela. Oui, ce n'est pas à sens unique, et je le dirai toujours. Mais à mon avis, il ne s'agit pas de défendre la démocratie là-bas en ce moment. Il s'agit de faire de l'argent, vous voyez? Alors plus les gens crient « démocratie, démocratie, démocratie », ce qui est en théorie une bonne chose, mais en pratique, quand on regarde ce que font les politiciens, cela devient très dangereux. Parce que si vous vivez dans une société démocratique, vous n'avez pas besoin de crier « démocratie » si fort, puisqu'elle est déjà là. Oui, et tu soulèves un point remarquable. Aller défendre la démocratie à l'étranger a toujours signifié apporter beaucoup de morts et de destruction à ces endroits. Et maintenant que l'Union européenne veut défendre la démocratie à l'intérieur, elle doit naturellement tourner ses armes contre elle-même. Je publierai dans quelques heures l'entretien avec Nathalie Jamp, et elle dit qu'en tant que Suisse-Camerounaise, ces répressions contre les individus ont toujours existé. L'UMember les a toujours utilisées contre les Africains, les a utilisées à l'extérieur pour sanctionner des personnes qu'elle n'aimait pas, même des militants des droits humains. Et maintenant, elle les applique à son propre peuple. Le système se retourne donc contre lui-même, en utilisant les mêmes armes dont nous ne savions pas qu'elles servaient déjà de forme coloniale de répression contre nous. Je veux dire, le terme et la propagande de la défense ne sont pas la défense en soi. C'est en réalité une autre manière de vendre au public une militarisation intérieure sous un visage libéral. Oui, c'est comme dire « Oh, nous nous défendons ». Si l'on regarde ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine et la Russie, c'est toujours « l'Ukraine défend nos valeurs européennes ». Non, l'Ukraine se défend elle-même. Elle essaie simplement de survivre, et c'est bien qu'elle le fasse. Et les mêmes choses se produisent ailleurs. Mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est la militarisation de la société et la militarisation de l'information en ce moment. Oh oui. Et c'est ce que j'ai souvent souligné, car ils ne me disent pas que je dis quelque chose de faux. Je pense que ce qui les dérange, c'est simplement que je le dise. Le monopole de l'information, le monopole de l'éducation, le monopole de la présentation d'une autre réalité dans ce monde. Et c'est ainsi que l'Union européenne a transformé l'information elle-même en un outil militariste, sous couvert de défendre la démocratie. Dernière question, parce que je sais que vous devez partir. Mais que devons-nous faire? Vous, moi, tous ceux d'entre nous qui sommes maintenant conscients à quel point nous sommes terriblement proches dans l'Union européenne, de quelque chose de très sombre. Que devons-nous faire? Parce que Nathalie Jamp dit que nous devons nous relier les uns aux autres et créer des réseaux de soutien. Quelle est votre recommandation? Une mesure concrète. Je pense vraiment que nous devons tirer des leçons de notre passé, surtout du passé européen. Dans les périodes sombres des années 30 et 40, quand les gens subissaient la pire répression, le fascisme, la torture, la mort et tout cela, ils continuaient malgré tout à s'organiser. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Nous devons créer nos propres médias. Nous devons créer nos propres partis. Nous devons informer les gens. Nous devons pousser nos responsables politiques à se pencher sur ces sujets. Nous devons nous parler les uns aux autres. Nous devons utiliser les outils dont nous disposons, comme les plateformes en ligne par exemple. C'est aussi un autre aspect important. On ne peut pas contrôler l'information en ligne, ce qu'ils essayent de faire en ce moment d'ailleurs. C'est autre chose, avec les nouvelles lois. Mais la seule chose que nous puissions faire, c'est informer les gens. Ce n'est pas à propos de nous, pas de nous individuellement. C'est à propos de nous en tant que société. À part cela, je pense qu'en ce moment, il faut s'organiser, s'organiser, s'organiser de toutes les manières.
s'organiser en tant que journaliste, s'organiser en tant qu'activiste, s'organiser en tant qu'hommes et femmes politiques, s'organiser en tant que migrants, en tant que quoi que ce soit, simplement s'organiser. Et c'est la seule chose que nous puissions faire pour l'instant. This is the only thing that we can do right now. And write and protest. Write letters. Et écrivez et protestez. Écrivez des lettres. Envoyez des courriels aux personnes que vous connaissez pour leur dire « Regardez, ce n'est pas acceptable ». Nous devons répondre à cette question. Nous devons répondre à ceux qui demandent « Que peuvent faire le petit gars et la petite fille chez eux pour soutenir cela ?» Parce que nous en sommes à un point où nous avons vraiment besoin d'une action collective pour en sortir. Just one thing, comment on Juste une chose, laissez-moi commenter là-dessus. Je ne pense pas que le peuple soit le petit gars ou la petite fille. Ce sont eux qui ont réellement le pouvoir, techniquement. Nous avons le droit, nous avons le pouvoir de les élire, et nous avons le droit constitutionnel de les tenir responsables. Oui, oui. Et la protestation, c'est une chose. Mais tu sais, toutes les mesures qui peuvent et doivent être prises maintenant, y compris, tu sais, des actions pour inverser cela. Oui, oui. Hussein, autre chose que tu veux nous dire, ou... No, the only thing is don't be scared. Non, la seule chose, c'est de ne pas avoir peur. N'aie pas peur de t'exprimer, car une fois que ce mécanisme de peur s'installe, les choses deviennent très difficiles. C'est justement le but. Exprime-toi. Aie ton opinion. Ne considère pas ton voisin ou quelqu'un qui pense différemment comme un ennemi, mais comme une occasion de débattre, d'apprendre, de t'instruire. Je pense que c'est aussi là le problème. Les gens ne sont plus éduqués. Ils ne s'y intéressent plus. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Les gens ne lisent pas ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Quelles décisions sont prises? Fais-le. Remets cela en question. Remets-moi en question. Même moi, je le veux. Tu sais? Interroge-moi. Débat avec moi. Conteste-moi. Car c'est cela la démocratie. C'est ainsi que nous pourrons reconstruire une base solide. Build a good foundation again. Oui, on ne va pas lui accorder ça. Pour les personnes qui veulent te trouver, doivent-elles te suivre sur X ou devraient-elles te suivre? I have an X account. Yeah, I have an X J'ai un compte X. where I try still to, Oui, j'ai un compte X. J'essaie encore d'informer les gens. Peut-être que tu peux le lier ou le mettre dans la description, je ne sais pas. Je suis quelqu'un d'assez humble. Je ne fais pas de promotion parce que je pense que ce n'est pas le but. Je suis sur X, c'est la seule plateforme que j'ai encore. I'm on X. That's the only platform I still have. Toute personne souhaitant suivre le travail, les écrits et l'évolution de son affaire peut retrouver Hussein Doru sur son compte X. Hussein Doru, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Skashmekri.